Je vous propose qu'on commence tranquillement notre rencontre d'aujourd'hui. Une rencontre aujourd'hui qui est donc co-organisée par l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT, le Cercle de la Renaissance et la section PCF de la Ciotat, à l'occasion du 80e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque Michel Pigenet est là pour remplir cette mission-là. Michel Pigenet qui nous a fait la gentillesse de venir nous parler de ce projet politique émancipateur né à la Libération, historien et professeur émérite à la Sorbonne. Et Paris, Paris, c'est pas vrai. Et donc, il était important pour nous quand même de marquer, de ne pas laisser passer cette année 2024 sans marquer le coup autour de cet événement, n'ayons pas peur des mots. Alors, bien évidemment, le CNR, c'est une période historique, mais on ne dira jamais assez l'importance qu'il a eue, et que le programme du CNR a eu pendant les décennies qui ont suivi la libération. Et on est là aussi un peu pour ça. Alors, j'allais pas dire pour se convaincre, mais pour continuer à croire tous ensemble que ces acquis-là, que ces conquis-là ont encore de l'avenir. Vous savez, l'histoire, vous êtes assez avertis sur le sujet, l'histoire, quand on l'oublie, certains ne l'oublient pas en face. Et ça sera certainement dit au cours de cette réunion. Le patronat à la Libération a fait le dos rond, parce qu'il avait compris que le sens de l'histoire, il était en sa défaveur après 1944-45, et petit à petit, on s'est aperçu qu'il a repris du poil de la bête, et qu'il a fait du détricotage du programme du CNR un de ses chevaux de bataille. Alors, selon lui, ça pourrait prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais in fine, l'objectif c'est ça. Et je ne vais pas être beaucoup plus long, mais juste une anecdote pour vous dire que l'histoire, elle est parfois assez cynique. Hier, parce qu'une des beautés du CNR, c'est que c'est quand même au-delà de la libération, c'est que les forces de progrès à cette époque, les forces populaires, n'ont pas fait que libérer le pays, elles l'ont libéré en proposant un projet alternatif. Et c'est ce qui s'est passé un peu aussi en Italie. Hier, l'Italie commémorait le 25 avril, c'est le jour de la libération du nazisme et du fascisme, le 25 avril. Et la constitution qui est sortie de la libération de l'Italie, c'est une constitution où est écrit noir sur blanc, constitution d'une république antifasciste fondée sur le travail et les travailleurs. Et bien, l'histoire fait que hier, les commémorations du 25 avril ont été présidées par une présidente du Conseil qui, jusqu'au milieu des années 90, était membre du parti néofasciste, héritier direct du parti national fasciste de Mussolini. Donc tout ça pour vous dire que ne croyons pas que les acquis sont les acquis éternels, et ne croyons surtout pas que l'histoire, c'est justement de l'histoire ancienne. Mais c'est notre rôle aussi, par l'information et par les revendications, de continuer à porter haut ce message. Voilà. Donc encore une fois, merci de votre présence. Je suis sûr qu'après la conférence de Michel, il y aura une partie de ping-pong sur des questions-réponses. Je vais passer la parole à Marcel aussi, qui a été un des initiateurs, qui a enclenché aussi la dynamique pour qu'on organise cet événement. Donc merci à toi aussi. Donc, chers amis et chers camarades, bonsoir, et merci de votre présence au Cercle de la Renaissance pour commémorer les 80 ans du Conseil national de la résistance. Merci également à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée, le Parti communiste français, la CGT, le Cercle, sa présidente Geneviève, Sébastien pour la section du Parti communiste français. Merci également à Karim, je le dis bien, Gendouf, conseiller municipal communiste de la Ciotat. Bien sûr, merci et bienvenue à Michel Pigenet, historien, professeur émérite de Paris 1, pour cette conférence. Voilà.
Le Conseil de la Résistance, qui devient le Conseil national de la Résistance en octobre 1943, se réunit pour la première fois sous la présidence de Jean Moulin le 27 mai 1943 au 48 rue du Four, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est sous l'autorité du général de Gaulle que Jean Moulin est chargé de réunifier l'ensemble des mouvements de la résistance. La chose n'est pas évidente. Les causes de la défaite, l'échec du Front populaire, la mise en place du régime de Vichy, la féroce répression contre les militantes et militants du Parti communiste français, ceux de la CGT, qui sont fichés, rappelons-le, et poursuivis depuis le 30 septembre 1938, le lendemain et même pendant la grève du 30 septembre 1938, et qui serviront aux premières condamnations dès le début de la résistance contre le régime de Vichy et l'occupation allemande. C'est dans ce contexte que Jean Moulin tente de ressouder l'ensemble des mouvements de la résistance. Il y parvient pour plusieurs raisons. Il faut d'abord reconnaître l'autorité du général de Gaulle. Churchill lui a dit plusieurs fois à De Gaulle, vous n'êtes pas la France. Le président américain Roosevelt, lui, programme déjà depuis des mois et des mois l'occupation de la France après l'occupation, avec les armées alliées, donc coordonner et développer la lutte sous toutes ses formes, libérer la France et préparer l'avenir. Le premier pas viendra du côté de la CGT, qui, après des mois de difficultés et de conditions d'occupation, avec la réunification syndicale entre la CGT-U et la CGT confédérée. Le 17 avril 1943, avec les accords du Péreux, dans le petit pavillon du beau-père de Louis Saillant, figure de la CGT. Un mois plus tard, le 27 mai 1943, un accord sera trouvé entre les mouvements de résistance, la CGT, la CFTC et 6 partis politiques. Son programme unique en Europe formera le socle social et républicain valable encore aujourd'hui. Ce programme, qui comporte de grandes mesures sociales et économiques, sera mis en œuvre dès juillet 1944. Il se poursuivra jusqu'en octobre 1946. Juste un mot avant de donner la parole à Michel. Les communistes n'étaient pas seuls à mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures, mais ce sont les ministres communistes qui ont porté ces réformes dont nous bénéficions aujourd'hui. Michel, je te laisse la parole. Merci. Donc, merci pour votre accueil. Et merci pour votre accueil dans ce lieu, parce que cercle de la Renaissance, ça parle, en tout cas pour un historien, ça renvoie tout de suite à la libération. C'est du vocabulaire de la libération, et ça dit bien quel était l'état d'esprit à ce moment-là. Bien porter devant la bouche. On voulait faire du nouveau. Non. Il s'agissait non pas seulement de reconstruire ce qui était indispensable, on y reviendra, mais il fallait non pas reconstruire à l'identique d'avant, il fallait construire des choses nouvelles. Pourquoi ? C'est la raison pour laquelle il est tant question de renaissance, de renouveau, d'initiative, de rénovation. Alors, vous l'avez dit tous les deux, ce qui se passe en France avec le CNR et son programme est quelque chose d'unique en Europe, qui tient à l'histoire et de la République
et du mouvement ouvrier français, et qui fait que, dans des circonstances qui étaient quand même des circonstances très difficiles, la clandestinité, il a été possible de réunir ensemble des gens qui, 3 ans auparavant, se combattaient. Et quand je dis se combattaient, vraiment, s'excluaient par exemple dans la CGT, à partir de 1939, et s'étaient combattus, pas modérément, entre 1921 et 1936. Ceci, du côté des syndicalistes. Mais plus encore, on a parlé de l'arc politique qui est représenté dans le CNR. Ça va des communistes à ce qu'on appelle à l'époque, mais il faut faire attention au titre, la Fédération républicaine, qui ne l'est pas tellement, hein, et qui était un parti de la droite de droite. Par exemple aussi l'Alliance dite démocratique. Alors encore une fois, il ne faut pas se laisser prendre au terme, qui était une organisation, disons-le, réactionnaire. Et tous ces gens se retrouvent dans le même conseil. C'est ça qui est unique en Europe. Alors, qu'est-ce qui le motive? Je crois qu'il y a une chose qui est aujourd'hui souvent difficile à expliquer et à comprendre. Le ciment de tout ça, c'est pas l'antifascisme. L'antifascisme, ça vaut pour les syndicalistes. Et peut-être pas tous. La CFTC, dans les combats antifascistes, avant-guerre, elle n'était pas présente. Ça vaut pour le Parti communiste, pour le Parti socialiste, et puis jusqu'à un certain point pour le Parti radical. Mais ça ne vaut pas pour l'Alliance démocratique, ça ne vaut pas pour la Fédération républicaine. Ce qui cimente le CNR, c'est le patriotisme. Et là, aujourd'hui, quand on utilise ce terme, c'est perçu comme un gros mot, ou c'est susceptible d'être récupéré par ceux qui précisément sont battus en 1944 et 1945. Ceux qui se disaient nationalistes, ceux qui étaient les super patriotes et qui ont fini à Vichy, voire qui ont fini sous l'uniforme allemand, dont les héritiers, ils ont des héritiers en Italie, déjà au pouvoir, mais ils ont des héritiers en France. Quand on regarde l'histoire du Rassemblement national, autrefois Front National, on y trouve des miliciens, on y trouve des anciens de la Légion française contre le bolchevisme qui ont combattu sous l'uniforme allemand. Voilà d'où vient le Rassemblement national. Il n'est pas que cela, d'abord parce que le temps a passé et que les anciens de la milice et les anciens de la LVF, eh ben, ils sont morts, mais néanmoins, c'est de là que ça part. Bon, alors, c'est le patriotisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, et là, il faut établir une distinction entre patriotisme et nationalisme. Le patriotisme, c'est l'amour, le respect de sa patrie, de ce qui fait qu'on vit ensemble, et que précisément sous l'occupation, on voit bien ce que c'est qu'une nation et qu'une patrie. Sous l'occupation, c'est-à-dire quand un pays étranger, ou des pays étrangers, parce qu'il y a eu aussi les Italiens, les Allemands nazis, les Italiens fascistes, décident à votre place, suppriment vos libertés, pillent votre pays et vous disent de vous taire et vous réduisent à un demi-servage. C'est à ce moment-là qu'on sent ce que c'est qu'une patrie, ce que c'est qu'une
souveraineté nationale ce que c'est que défendre ce qu'on a construit en commun avec les autres. Et si on ne perçoit pas la force à l'époque de ce sentiment patriotique, on ne peut pas comprendre comment on aboutit au Conseil national de la résistance. Parce que précisément, le moteur partagé par toutes ces composantes, c'est libérer le pays. Alors, pour les uns, c'est libérer le pays et le libérer du fascisme, mais pour tous, c'est libérer le pays. C'est en finir avec l'oppression nationale, le pillage, l'humiliation permanente, quotidienne. Parce qu'il ne faut pas comprendre ça en termes trop généraux, trop abstraits. L'occupant, c'est celui devant lequel, si vous le croisez sur le trottoir, vous devez descendre du trottoir. C'est celui qui, si vous êtes dans un commerce, il va passer devant tout le monde. Alors, ce sont des petites choses qui s'ajoutent au pillage, qui font que les jeunes sont requis pour aller travailler en Allemagne au service de l'effort de guerre nazi. C'est tout ça l'occupation. Et c'est d'abord contre ça qu'émerge, que se forge la résistance. Alors, tout le monde n'y va pas au même moment, tout le monde n'y entre pas pour faire la même chose, tout le monde n'y entre pas avec les mêmes objectifs. C'est incontestable. Mais le Conseil national de la résistance est le lieu et l'organisme où on va apprendre à travailler ensemble, d'abord pour défendre la patrie. Et c'est ce qui fait que le CNR va fonctionner au consensus. C'est-à-dire qu'au CNR, il n'y a pas une majorité et une minorité. Toutes les décisions que prend le CNR sont avalisées par tous ceux qui en sont membres. Et on verra qu'au moment de l'établissement du programme, ça a pu parfois poser des problèmes. Il y a des choses, on y reviendra, qui ne sont pas dans le programme du CNR, parce que une ou deux composantes étaient contre. Et bien dans ce cas-là, on n'insistait pas. L'essentiel était de rester unis pendant toute la période où le Conseil national de la résistance fonctionnerait. Donc, une dimension patriotique, j'y insiste, qui est fondamentale, sans laquelle on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé autour et avec le CNR. Bon, alors, d'abord, il n'est pas allé tout de suite, le CNR. Et Marcel rappelait tout à l'heure qu'il répond à une demande. C'est Londres, c'est De Gaulle, qui a besoin que la résistance intérieure s'unifie et s'unifie autour de lui. Parce que dans les négociations qu'il a, alors qu'il faut bien le dire, il ne représente rien, il n'a aucune troupe derrière lui, il n'a pas même un territoire, alors il va en avoir progressivement, et notamment dans les colonies, mais au départ il n'a rien. Et il essaie de s'imposer comme le représentant d'un pays. Bon, ça ne va pas de soi. Et le soutien de la résistance intérieure est pour lui décisif. C'est ce qui va lui permettre, quand il va négocier avec Churchill, mais surtout avec Roosevelt, d'apparaître avec la légitimité que, non pas des élections, il ne peut pas y en avoir, mais que la résistance lui apporte. Alors ça va lui permettre de négocier avec les Anglais et avec les Américains, et puis ça va lui permettre aussi d'écarter le général Giraud. Alors une parenthèse sur le général Giraud.
En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Bon. C'est-à-dire au Maroc, en Algérie, qui dépendent de Vichy. Et qui font d'ailleurs que quand les Alliés débarquent, ils sont d'abord accueillis par des coups de canon et par des rafales de mitrailleuses. L'armée d'Afrique, qui dépend de Vichy, veut repousser les Alliés. Bon, ils ne font pas le poids. Et finalement, les Alliés l'emportent. C'est ce qui amène les Allemands à franchir la ligne de démarcation, vous savez, qui séparait la France en deux. Alors, il y avait plus de deux zones, mais la zone occupée au nord et puis la zone sud. Donc, toute la France, à partir de novembre 1942, est occupée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va mettre à la tête de l'Algérie qui est passée du côté des Alliés? Et là surgit un général, un autre général, le général Giraud, qui s'est évadé d'Allemagne où il était prisonnier et qui est un pétainiste. C'est pas un collaborateur, il est anti-allemand. Mais pour le reste, ses idées politiques, ses conceptions politiques sont celles d'un réactionnaire pétainiste. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si la France se libère, les Alliés vont reconnaître comme représentant la France un produit de Vichy. C'est-à-dire que, certes, on fera reculer, on pourra même à la limite libérer le pays, mais en maintenant le régime de Vichy, c'est ça qui se pose. Et là, la résistance intérieure, elle dit « pas question ». Nous nous battons contre l'occupant, mais nous nous battons aussi contre Vichy, qui est à son service. Et donc, la création du CNR, qui reconnaît d'emblée l'autorité du général de Gaulle, va lui permettre à la fois de pouvoir parler au nom de la France résistante avec les Alliés, mais aussi de marginaliser Giraud. Et c'est effectivement ce qui se passera. Et donc, de Gaulle doit le rôle qu'il joue à partir de 1943, indéniablement, au Conseil national de la résistance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il avait envoyé Jean Moulin comme délégué pour aider à cette unification de la résistance. Alors, on l'a dit, de quoi est composé le CNR? Bon, vous avez expliqué, vous avez rappelé tous les deux qu'il est officiellement constitué le 27 mai 1943. C'est la seule réunion plénière où tous les membres sont présents. Ils sont dans une toute petite salle qui doit faire l'équivalent là, de cette partie jusqu'aux tables. Et ils sont tous serrés les uns contre les autres. Il s'agit de ne pas se faire remarquer, hein, parce que c'est pas des assises, hein, c'est pas un congrès. La police est partout. Les Allemands sont partout, hein, donc il ne s'agit pas de se faire repérer. Vous imaginez le coup de filet que ça représenterait si tout s'était pris. Donc, qui est là? Donc, il y a Moulin, le représentant de Gaulle, il y a ses deux secrétaires, et puis, alors, il y a les mouvements de résistance. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant la guerre, comme leur nom l'indique. Mouvements de résistance, ce sont des organisations qui se sont constituées et agrégées au hasard des rencontres, des affinités, des sympathies qu'il pouvait y avoir, et qui ont donné naissance à différentes organisations. N'imaginez pas des organisations comme elles peuvent exister, évidemment, dans une période de l'égalité. Les gens qui se trouvent là, ils sont le produit, pour une part, du hasard. Alors, quelles sont ces organisations? Je les cite rapidement.
il y a combat. Alors, parfois, ça vous rappellera des noms, y compris de journaux, hein, qui sont publiés pendant la clandestinité, mais qui continueront parfois, plus ou moins longtemps, à paraître. Vous avez deux organisations qui s'appellent Libération, une qui s'appelle Libération Sud, parce qu'elle a vu le jour en zone non occupée, Sud, à partir de 1942, tout est occupé. Vous avez Libération Nord, vous avez une organisation qui s'appelle Francs-Tireurs, à ne pas confondre avec les francs-tireurs et partisans français, sur lesquels je reviendrai. Vous avez l'organisation civile et militaire, alors là ça nous dit un petit peu les contours. Vous avez une organisation qui s'appelle Ceux de la Résistance, une organisation qui s'appelle Ceux de la Libération, et puis vous avez le Front National, évidemment, là aussi, mais bon, je pense que là je parle à des gens qui savent que le Front National, c'est pas seulement le machin d'aujourd'hui, que le Front National, c'est une organisation de résistance créée en 1941 à l'initiative du Parti communiste, mais qui très vite va essayer d'organiser des gens qui viennent de différents milieux. François Mauriac, qui n'a jamais eu sa carte au Parti communiste, sera un des membres du comité directeur du Front National et bien d'autres qui viennent parfois de loin. Il y a même des anciens Croix de Feu qui sont au Front National. Donc une organisation initiée par le Parti communiste, mais qui d'emblée, comme son nom d'ailleurs le suggère, veut organiser largement. Vous avez deux syndicats, la CGT et la CFTC. Pour la CFTC, c'est une sorte de reconnaissance, hein, parce que jusqu'en 1936 compris, dans le mouvement syndical, dominé par la CGT, la CFTC, c'était des calotins. Hein, et c'était souvent, encore en 1936, assimilé à un syndicat jaune. Ce qui était faux, mais dans l'histoire du mouvement ouvrier, la CFTC était vue comme ça. Là, elle a sa place, donc pour elle, c'est une certaine reconnaissance. Et puis, vous avez 6 partis politiques. Alors, le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti radical, le Parti démocrate populaire, c'est un petit parti démocrate chrétien qui va être à l'origine, après la libération, du MRP, Mouvement républicain populaire, je ne sais pas. Alors les plus anciens, ça leur dit peut-être quelque chose. Si vous voulez, aujourd'hui, ça serait le MoDem. Hein, alors, toute chose étant pas égale, hein, quand même. Mais néanmoins, c'est un peu ça. Et puis, vous avez les deux partis de droite que j'évoquais tout à l'heure, l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine. Le Parti social français, qui était le parti des Croix de Feu, De Gaulle n'a pas voulu qu'ils y soient. Mais néanmoins, tel quel, ça représente une partie importante de la société française, tant du point de vue idéologique que du point de vue sociologique. Il y manque, du point de vue sociologique, ça ne vous aura pas échappé, le patronat. Le patronat, en 1943, il est ailleurs. Il est à Vichy. Et donc, il n'est pas invité et il ne sera jamais partie prenante du CNR. Ça lui causera quelques torts à la Libération, mais bon, voilà. Alors, encore une fois, ça n'allait pas de soi de réunir des gens aussi divers. Le seul ciment qui peut les faire tenir ensemble, je le répète, c'est le patriotisme. Sauf que, en se fréquentant, en échangeant, en luttant ensemble, les gens changent. Et une partie de ceux qui ne sont pas du tout venus dans la résistance par antifascisme réalisent bien que l'adversaire qu'ils ont en face d'eux, c'est certes un étranger qui vient les occuper, mais que cet étranger, il n'a pas n'importe quelle couleur, son gouvernement
c'est un gouvernement fasciste, nazi, bon, on ne va pas rentrer là dans les détails, et donc il réalise que le combat qu'il mène pour la libération du pays, il a forcément une dimension antifasciste. Et donc, en cours de route, les uns et les autres apprennent à se connaître et évoluent. Alors, ce qui montre qu'ils évoluent, c'est que, je l'ai dit, il n'y aura pas d'autres réunions plénières du CNR. En temps normal, le CNR est réduit à son bureau. 5 personnes. Et chacun de ces 5 représente une ou plusieurs organisations qui sont membres du CNR. Et c'est lui qui est chargé de rester en contact avec elles, qui leur fait passer des documents, qui les consulte et qui ensuite rend compte de leurs résultats. Alors, le bureau permanent du CNR, il se réunit, donc ces 5 personnes, se réunissent à peu près 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend des moments. Donc c'est quand même assez soutenu comme rite. Alors, qui sont-ils? Vous avez Georges Bidault, qui vient du Parti démocrate populaire, futur leader du MRP. Alors, il représente donc son parti, Parti démocrate populaire, il représente les radicaux et il représente l'Alliance démocratique. Vous avez Saillant, Louis Saillant, qui est le représentant de la CGT au départ. Alors, juste un mot sur Saillant. C'est un travailleur du bois. Il est cégétiste et il appartient à l'aile confédérée, aux amis de Jouot. Donc, il n'a jamais été unitaire. Enfin, ex-unitaire. Il n'a jamais été membre de la CGTU. Il vient, on va dire, du courant socialisant de la CGT. Alors, lui, il représente donc la CGT, il représente le Parti socialiste, dont il a été membre avant la guerre, il représente la CFTC, l'autre syndicat, et il représente Libération Nord. Vous avez ensuite Pascal Copeau, je passe vite, qui représente les mouvements unis de la résistance, en gros, les mouvements de la résistance non communistes, pour le dire rapidement. Vous avez un ingénieur qui s'appelle Bloch-Mascar, qui est un homme de droite, initialement, qui représente l'organisation civile et militaire dont il est membre, qui représente ceux de la résistance et ceux de la libération. Et puis, vous avez Villon, Pierre Villon, qui est représentant du Front National, qui est membre du Parti communiste depuis quasiment son origine, et alors, il représente, lui, le Front National, c'est à ce titre qu'il est dans le CNR, il représente le Parti communiste, et il représente, et vous voyez que déjà il y a des choses qui évoluent, la Fédération républicaine, c'est-à-dire le parti de droite, un des 2 partis de droite dont je parlais tout à l'heure. Bon. Alors, ces gens, je l'ai dit, c'est important, fonctionnent à l'unanimité, au consensus. Alors, vient un moment où le CNR va s'interroger sur la réalisation, l'établissement d'un programme. C'est-à-dire, en quelque sorte, non seulement appeler les Français à la résistance, ça c'est ce que font tous les mouvements, les partis qui sont résistants, mais c'est aussi dire aux Français, lutter contre l'ennemi, mais voilà pourquoi nous combattons. C'est-à-dire, nous voulons libérer le pays, mais faire une reconstruction différente de ce qui existait avant. Alors ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, parce que la résistance, c'est lutter contre l'occupant. Ça,
on peut trouver un consensus. Mais dire ce qu'on va faire après la libération, là déjà, ça devient plus problématique. Surtout avec des organisations si différentes, des mouvements, des partis, des syndicats, qui jusque-là n'ont jamais travaillé ensemble pour un même objectif. Le seul qui les réunit, encore une fois, c'est la résistance. Alors, ça va prendre des mois et des mois. Le CNR est créé en mai 1943. Le programme sera adopté le 15 mars 1944. Vous voyez que... Alors, ils ne se sont pas mis tout de suite au programme, mais assez vite, la question est venue. Et il y a eu plein de projets. Les socialistes envoient leurs projets, les syndicalistes envoient leurs projets, et alors comme ils viennent de se réunifier, c'est pas tout à fait cadré, puisqu'ils proposent des choses ensemble, et puis les ex-confédérés rajoutent un truc, et puis les ex-unitaires en rajoutent un autre. C'est un peu bancal. Hein. Tout le monde s'y met, et rien ne satisfait. Et finalement, ça va déboucher, l'issue va être trouvée par le Front National, qui, en novembre 1943, établit à son tour un projet en tenant compte des discussions qui ont lieu auparavant. Alors attention, hein, le Front National, Villon, il n'est pas seul à tenir la plume. Il y a une réunion dans la clandestinité de Villon avec Jacques Duclos, qui dirige dans la clandestinité le Parti communiste en France, et puis Benoît Frachon, qui est en quelque sorte le syndicaliste communiste qui supervise les choses. Et donc, il arrive en novembre 1943 avec un projet. En gros, il y a des remaniements, le bureau l'adopte. Il y a quand même un peu de réécriture. Et puis ensuite, c'est que le bureau qui l'a adopté. Donc, le programme, le projet repart vers les différentes organisations, et là, ça tangue un peu, ça tangue notamment du côté des socialistes. Alors, pourquoi ? Et là, il faut revenir sur le contenu du programme, et sur ce que veulent les uns et les autres. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, ceux qui sont les plus acharnés ou les plus volontaires pour établir un programme, ce n'est pas les communistes. Les communistes, ils sont à ce moment-là avec une priorité qui est la lutte armée sans attendre l'arrivée des Alliés. Faire en sorte qu'à tout moment, l'occupant se sente en insécurité dans le pays et qu'il y ait, à côté des fronts militaires qu'il y a en Afrique du Nord, qu'il y a en Italie, qu'il y a à l'est de l'Europe, et je laisse de côté la partie asiatique, qu'il y ait aussi, en quelque sorte, un front à l'ouest, mais un front diffus, un front dilué, celui de la résistance. Mais, expliquent les communistes, l'essentiel, c'est se battre. Et donc, ce à quoi tiennent en priorité les communistes, c'est un texte qui appellerait à la lutte immédiate. Le programme, ils sont conscients qu'avec la composition du CNR, ça ne va pas être commode. Et en plus, les socialistes arrivent, eux, avec un projet qui est assez ambitieux, qui est un projet de réforme de structure. Ils parlent de supprimer le profit, par exemple. Ils parlent de nationalisation. Ils parlent de planification. C'est eux qui en parlent à l'époque. Les communistes sont très réticents à ce moment-là
à ces réformes de structure. Ils disent, on va mettre le bazar dans le Conseil national de la résistance, personne ne va réussir à s'entendre, et puis en plus, ajoute-t-il, ce sont des vieilles lunes réformistes. Les nationalisations, la question était déjà venue au moment du Front populaire, et Thorez avait répondu, les nationalisations, si les travailleurs ne sont pas au pouvoir, c'est de l'étatisation. Et l'État patron, il n'est pas meilleur que le capital privé. Il avait dit, c'est les formules de l'époque, hein, on y reviendra si vous voulez, sans dictature du prolétariat, ce qui dans le petit de Thorez signifiait sans les travailleurs au pouvoir, c'est dans ces termes que ça se dit à l'époque, les nationalisations c'est de la foutaise. Il n'a pas dit foutaise, mais je le résume comme ça. Donc c'est une illusion réformiste. Même chose pour la planification. Hein. Tant que les travailleurs ne sont pas au pouvoir, ça vous échappera et il n'y a aucun intérêt. Donc, les nationalisations, ils sont contre. Ils sont contre pour des raisons idéologiques, de principe, ce que je viens d'expliquer, et ils sont contre aussi parce qu'ils disent, là, la droite ne va jamais nous suivre sur ce terrain-là. Bon. Oui, mais les socialistes insistent. Oui, mais les mouvements de résistance trouvent que c'est à travailler, cette chose-là. Et donc, il faut faire un compromis. Et le programme du CNR, d'un bout à l'autre, c'est un compromis. Et donc, oui. Alors, on ne va pas utiliser le terme de nationalisation, parce que celui-là, il est trop connoté. On va dire rendre à la nation les principales activités dans l'énergie, dans les transports, dans la finance. Rendre à la nation. Et on laisse ouvert ce que ça pourra signifier. Donc, ceux qui font le principal compromis à l'époque, ce sont les communistes et la droite, qui acceptent un programme qui intègre des réformes de structure dont ils ne voulaient pas au départ pour des raisons variables. Alors on aboutit donc à ce programme. C'était important quand même de bien signaler qu'au moment de la rédaction, les propositions ne viennent pas forcément de là où on pourrait penser qu'elles viennent. Bon, et puis le programme est enfin stabilisé, fixé, le 15 mars 1944. À partir de ce moment-là, il devient le programme du CNR. Et toutes les organisations qui en sont membres s'en réclament. Sauf que, on est dans la clandestinité. Donc, n'imaginez pas que le programme va être vendu ou distribué à la sortie des entreprises ou au porte-à-porte. Bon. En fait, il va être assez peu diffusé. Il y a un seul journal clandestin qui le publiera en entier, qui est un journal qui s'appelle Libération. Les autres publieront des extraits des parties. Donc, au fond, quand on arrive à la Libération, en dehors du CNR et de ses membres, personne ne sait dans le pays ce qu'est le programme du Conseil national de la résistance. Tout est à populariser, tout est à diffuser dans la population pour qu'elle se l'approprie, qu'elle s'en empare. C'est important de le préciser. Alors, que prévoit ce programme ? 2 parties. Une première partie, qui était celle à laquelle tenaient le plus les communistes, je le répète, qui est le plan d'action immédiate. C'est-à-dire l'engagement militaire, armé, dans la résistance. Avec cette idée que les communistes et les résistants ont su utiliser, qui venait de Gaulle. De Gaulle avait déclaré au printemps 1942 « La libération du pays est inséparable de l'insurrection nationale ». Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là ? C'est pas tombé dans l'oreille de sourds, et les communistes vont reprendre
cette phrase de De Gaulle, quand vous voyez ça dans des journaux de la clandestinité, c'est souvent que ce sont des journaux communistes, ou en tout cas de la mouvance communiste. Faire que les Français ne soient pas passifs au moment de la libération, qu'ils soient les acteurs de cette libération. C'est ça, hein, l'idée qu'il y a là. Il s'agit de préparer la souveraineté ultérieure du pays par l'entrée dans la lutte contre l'occupant. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est, alors je cite, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, les mesures à appliquer dès la libération du territoire. C'est là qu'on entre dans la partie, en quelque sorte, programmatique. Alors, il y a des choses très concrètes et qui parlent. Châtier les traîtres. Ceux qui collaborent, ceux qui traquent les résistants, et établir la démocratie la plus large par la restauration des libertés fondamentales, individuelles comme collectives. C'est-à-dire que, voilà, la libération, ça ne sera pas simplement la libération du territoire, ça sera le rétablissement des libertés essentielles, et ça sera, au-delà, élargir la démocratie. Élargir la démocratie politique et transférer la démocratie sur le terrain économique et social. Et c'est ça qui va être la nouveauté de la libération. Alors, je ne détaille pas, mais on y reviendra si vous voulez dans l'échange tout à l'heure. Donc on explique que les libertés qu'il faut rétablir, la liberté de manifester, la liberté de la presse, dont il est précisé, ça parle toujours, hein, en 2024, qu'elle doit être indépendante à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Bon, on voit qu'on peut le remettre au programme, hein, de ce côté-là. Et puis, on évoque des réformes indispensables, ce que les socialistes appelaient les réformes de structure, qui doivent tendre, et ça, c'est aussi audacieux, je cite, à l'éviction des grandes féodalités économiques et financières. Et on a utilisé le terme féodalité. Ça renvoie à la Révolution française. La Révolution française avait évincé les féodalités de caste. Là, on invite à évincer aussi ceux qui tiennent tout dans le domaine économique. C'est évidemment audacieux. Et on peut, après coup, se dire, mais les gens de la Fédération républicaine, de l'Alliance démocratique, les radicaux même, ils ont souscrit à ça. Ben oui, à l'époque, ils ont souscrit à ça. Alors, bon, avec une sincérité peut-être inégale, hein, n'oubliez pas que être membre du CNR, pour certains, ça a été aussi un moyen de redorer un blason qui, en 1939 et 40, n'avait pas été brillant. Mais le fait est que tous ont souscrit à cette idée. Alors, parmi ces réformes indispensables, il y a le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, je cite, hein, fruit du travail commun des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. C'est consistant, hein, quand même. Et avec ouverture de la gestion aux travailleurs. Il est écrit qu'il faudra prévoir la participation des travailleurs à la direction de l'économie et qu'ils auront des droits d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration. C'est donc une nouvelle manière d'articuler démocratie politique et démocratie sociale et économique. Il est question encore, donc là aussi c'est du projet, hein, d'opérer un réajustement important des salaires. On n'oublie rien. On pense aux vieux travailleurs, auxquels il faudra permettre de finir dignement leur jour. Là encore je cite. On pense aux paysans.
auxquels on garantit, et là aussi ça serait presque encore d'actualité, des prix rémunérateurs, et un juste statut du fermage et du métayage, on reviendra si vous voulez sur ce que ça couvre, et puis enfin, un plan complet de sécurité sociale, c'est l'expression qui est employée, destiné à fournir à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Voilà, rapidement brossé, le contenu. Voilà ce que la résistance propose aux citoyens, aux Français, en leur disant « prenez part au combat contre l'occupant et voilà pourquoi nous combattons, voilà ce que nous construirons à la libération ensemble. » Alors je l'ai dit, ça ne va pas de soi. Et puis il y a quand même, c'est un compromis. Il y a des choses qui sont absentes. Alors, voilà. Par exemple, il n'est rien dit sur le droit de vote des femmes. Ce qui est quand même énorme si, d'abord parce que la France était dès avant 1939 en retard sur plein de pays dans le monde et en Europe, où les femmes avaient le droit de vote. Et puis, c'est encore plus ahurissant si on sait le rôle que jouent les femmes dans la résistance. Parce que c'est une guerre très particulière, la résistance. La Première Guerre mondiale, il y avait que les hommes au front. Dans la résistance, les femmes y sont aussi. Elles y sont comme agents de liaison, elles y sont comme celles qui frappent des tracts, et en faisant cela, elles prennent exactement les mêmes risques que les hommes. Et d'ailleurs, beaucoup seront déportés, certaines seront décapitées. Elles ont pris le risque. Et c'est ce qui fera d'ailleurs que, si ça ne passe pas au CNR, on va dire pourquoi, à Alger, il y a une assemblée consultative où il sera impossible d'empêcher cela, et ça aboutira à ce que, on fêtait il y a quelques jours l'anniversaire, à ce que le 21 avril 1944, une ordonnance décide que les femmes seraient non seulement électrices, mais éligibles aux prochaines élections. Alors évidemment, en avril 1944, ça n'a pas de conséquences immédiates, hein, puisque le pays est toujours occupé, il n'y a pas d'élection. Alors pourquoi c'est pas dans le programme du CNR? Parce qu'il y a au moins un parti qui était contre, et le Parti radical. Le Parti radical, ancien parti de gauche, plus au centre qu'à gauche à l'époque, mais parti anticlérical, et qui est convaincu que si on donne le droit de vote aux femmes, elles vont voter comme les curés. Et que, oui, ben c'est comme ça. Hein, et que, donc, c'est pas la peine de se créer des électrices qui vont voter contre vous. Voilà. Notez que la CFTC et l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine sont pour le droit de vote des femmes, en faisant le même raisonnement, hein, que les radicaux. Sauf que eux, ils en espèrent des gains électoraux. Bon. Mais ce n'est pas dans le programme du CNR. Et c'est incontestablement un manque. Il y a autre chose qui manque dans le programme du CNR. C'est qu'il est question d'étendre les droits et les libertés dans les colonies, mais à aucun moment on envisage que les peuples colonisés puissent accéder à leur indépendance. Et ça aussi, ça manque dans le programme du CNR, alors que la Deuxième Guerre mondiale, qui ne se mène pas qu'en Europe, qui se mène en Afrique, on l'a évoqué, qui se mène en Asie, va être un moment essentiel dans l'émergence de mouvements anticolonialistes
et pour la conquête d'indépendance. Cela, le programme du CNR rate le coche. Bon, il y a d'autres choses qui ne sont pas trop précisées sur l'organisation militaire de la résistance et l'unification militaire de la résistance. C'est pas très net. Et jusqu'à la libération, on aura du mal à ce que les FTP bénéficient des mêmes livraisons d'armes que d'autres maquis, et ainsi de suite. Bon. Alors, on arrive à la libération. Et puis, non, parce que je suis bavard, hein, je m'en rends compte. Alors, à la libération, la connaissance du programme, elle est à construire, à faire. Elle est d'autant plus à construire et à faire que si tous les membres du CNR se reconnaissent dans ce programme, De Gaulle ne s'est jamais prononcé. Et il refusera jusqu'au bout de faire sien le programme du CNR. Alors il ne le condamne pas, il le contourne, il l'ignore, il n'en parle jamais. Évidemment, il y pense toujours, mais il n'en parle pas. Et alors, on peut trouver parfois dans ses discours des choses qui peuvent être entendues comme des allusions au programme du CNR, mais il ne le reconnaît pas comme son programme. Et pourtant, j'évoquais tout à l'heure une assemblée consultative qui a été réunie à Alger. L'assemblée consultative à Alger, elle vote presque à l'unanimité un soutien au programme du CNR. Mais De Gaulle, non. Et donc, le programme du CNR n'est ni le programme du Conseil français de libération nationale, autour duquel, qui est en quelque sorte une sorte de gouvernement de Gaulle, ni, à partir, quand il se transforme en gouvernement provisoire de la République française, en juin 1944, ça n'est pas le programme du GPRF qui va, à la libération, en août 1944, s'installer à Paris. C'est quand même un problème. Bon, et évidemment, ça ne va pas cesser d'être un problème. Parce que quand la libération arrive, alors De Gaulle, il a un prestige énorme, renforcé par le fait que, comme il est à la tête du gouvernement provisoire, qui désormais contrôle l'administration française, tout l'appareil d'État est à ses ordres. Ce qui n'est pas rien. Le CNR, lui, il a la légitimité résistante intérieure. Et puis, il ne veut pas lutter contre De Gaulle. Pas du tout. Il a été créé en soutien à De Gaulle, et il reste sur cette position-là à la libération. Mais pas exactement pour les mêmes choses. Puisque quand le CNR demande, au moment de la libération de Paris, que De Gaulle vienne à l'hôtel de ville et qu'il proclame la République, et qu'il dise que la République qui se réinstalle et mettra en œuvre le programme du CNR, De Gaulle dit non. Il dit il n'y a pas besoin de rétablir la République, elle n'a jamais cessé d'exister. Bon. Quant au programme du CNR, ben voilà ce qu'il dit. Il les reçoit, c'est juste après la libération de Paris, il reçoit le CNR. Donc, il n'est pas avare de félicitations, mais à un moment donné, il leur dit « Oui, quand même, le CNR, vous avez la légitimité résistante. » Il leur reconnaît ça. Mais il ajoute aussitôt « Oui, mais au-delà de la résistance, il y a la nation. » Sous-entendu, la nation, c'est moi. Donc, il crée la distance, et il en met, et puis, encore une fois, il a l'appareil d'État à ce moment-là. Alors, l'appareil d'État,
largement colonisée par les gaullistes, ou la partie de l'appareil d'État qui, au dernier moment, s'est ralliée à De Gaulle, parce que c'était quand même mieux que d'avoir les communistes au pouvoir. C'est comme ça que c'est vécu aussi. Là, les enjeux et les clivages sont près de rejouer. Alors, comment mettre le programme du CNR en réalisation, le mettre en œuvre? Là, le CNR, qui normalement, si son appellation est normale, aurait dû se dissoudre dès la Libération. Conseil national de la résistance, c'est pas un Conseil national de la libération. Donc, normalement, il aurait dû se dissoudre. Oui, mais il décide de se maintenir. Il décide de se maintenir précisément pour faire connaître son programme, pour le populariser et faire en sorte que De Gaulle ne puisse pas l'ignorer. Donc il le fait d'emblée, il va organiser des grands meetings, et puis il va prendre une initiative qui est aujourd'hui complètement oubliée, et qui mériterait aujourd'hui d'être un peu réétudiée. Il va convoquer pour le 14 juillet 1945 des États généraux de la Renaissance française. La Renaissance, ça vous parle. États généraux de la Renaissance. États généraux, ça renvoie évidemment à l'imaginaire de la Révolution française. Il ne peut pas y avoir d'élection. D'abord parce que le pays reste en guerre. La libération a lieu à Paris, et pour l'Alsace, il faudra attendre le mois de décembre. Elle a lieu au mois d'août, mais la guerre, elle, en Europe, se continue jusqu'au mois de mai. Donc il y a toute une période où le pays est en guerre. Comment organiser des élections? Il y a plus d'1 million de prisonniers en Allemagne, donc là encore, il manquerait des citoyens, et puis le pays est complètement désorganisé. Donc, on imagine mal qu'on puisse organiser des élections dans ce contexte-là. Donc, il n'y a pas de consultation électorale. La légitimité, c'est une légitimité tout à fait symbolique. En démocratie, la seule légitimité qui compte, c'est celle qui vient du suffrage universel, des élections. Là, il n'y en a pas. Bon. Et donc, le CNR va avoir l'idée d'un substitut à des élections qui ne peuvent pas être organisées, la convocation d'États généraux. Alors, c'est un processus qui est initié par le CNR, qui est repris au niveau des départements par les comités départementaux de libération, qui sont en quelque sorte l'équivalent du CNR au niveau départemental, et puis ça peut même se décliner au niveau local dans des comités locaux de libération. Donc, l'initiative vient du CNR, elle va progressivement descendre jusqu'au niveau des communes, parfois jusqu'au niveau des entreprises. Il est possible qu'ici, au chantier naval, il y ait eu des réunions des États généraux, ça serait à vérifier, où on va convoquer la population et on va rédiger des cahiers de doléances. C'est le processus de la Révolution française, où on va mettre ce qu'on souhaite, ce qu'on voudrait. Alors ce qu'on voudrait à tous les niveaux. La démocratie, la liberté, et puis aussi localement ce que l'on voudrait, c'est-à-dire eh bien que, par exemple, les salaires des ouvriers agricoles soient remontés, qu'on crée des conseils de prud'homme aussi pour les ouvriers agricoles. Bon, qu'on ouvre, on prévoit un cinéma ambulant dans les campagnes, que les travailleurs aient leur mot à dire dans le fonctionnement de l'entreprise, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir des milliers de cahiers de doléances qui nous donnent une idée de ce que la population espérait, attendait. À ce moment, ils sont rédigés essentiellement pendant le printemps et au début de l'été 1945, une coupe dans ce que pensent les Français.
Et début juillet, se réunissent à Paris des délégués, ils sont environ 2000, qui viennent de tous les départements, avec leur cahier de doléances, et qui vont discuter, qui vont préciser le programme du CNR. C'est-à-dire que, émanant de ces initiatives, partie des communes, partie des villages, partie des entreprises, autour des grandes lignes du programme du CNR, vont s'élaborer des programmes plus précis, des revendications plus élaborées, plus engagées, plus adaptées. Et ça va énormément contribuer à ce que le programme de mars 1944 devienne le programme de la libération. Et je passe vite parce qu'il faut quand même qu'on échange entre nous. Les élections générales, elles ont lieu le 21 octobre 1945. Entre-temps, il y a eu des élections municipales, puis des élections cantonales, mais les grandes élections politiques, celles qui vont aboutir à l'élection d'une assemblée constituante, chargée de rédiger une nouvelle constitution, dont le préambule, je le note au passage, est toujours le préambule de la Constitution de la Ve République. Le reste, non. Le reste, qui date de 1958, ça n'a rien à voir avec la Constitution de 1946. Mais le préambule, c'est le même. C'est celui qui définit la République désormais comme une République démocratique et sociale. C'est ce préambule qui fait du droit de grève un droit constitutionnel. C'est ce préambule qui fait également du droit syndical un droit constitutionnel. C'est de 1946 et de ces élections d'octobre 1945 que date ce préambule, et sur lequel nous pouvons encore nous référer. Et par exemple, quand arrivent des projets contre le droit de grève, c'est par ce préambule et grâce à ce préambule que nous pouvons dire « attention, c'est un droit constitutionnel ». Bon, ça ne les empêche pas de l'écorner, mais néanmoins, il y a des choses au-delà desquelles on ne peut pas aller. Ça date de ce moment-là. Et alors, aux élections donc, du 21 octobre 1945, les partis qui soutiennent le programme du CNR obtiennent 85% des voix. Louis Saillant dira, qui est devenu président du CNR, les Français ont porté le programme du CNR au pouvoir. Et ça n'est pas faux. Alors, dans ces 85%, à ces premières élections, là aussi, un renversement majeur par rapport à l'avant-guerre, le Parti socialiste et le Parti communiste ont la majorité absolue, avec un changement qui n'est pas sans importance par rapport à l'avant-guerre. Le Parti communiste sort de ces élections comme premier parti de France, avec près de 26% des voix. Et cette Assemblée constituante va travailler à un premier projet de constitution qui ne sera pas adopté par le référendum qui aura lieu, puis se remettra au travail ensuite, mais là on n'entre pas dans ces détails-là. Mais surtout, c'est à l'occasion de ces deux constituantes que seront menées les principales réformes qui vont constituer le socle de l'État social en France pour un demi-siècle. C'est à ce moment-là que sont instituées la sécurité sociale en deux étapes. Première étape, les ordonnances d'octobre 1945, qui instituent la sécurité sociale, puis la loi Croizat de mai 1946, qui va consolider cette sécurité sociale. C'est à ce moment-là que sont institués les comités d'entreprise, en deux fois là aussi, une première fois avec un régime restreint, contre lequel proteste le CNR, et qui aboutira à un deuxième texte
en 1946 qui élargira les pouvoirs des comités d'entreprise. C'est le moment où seront réalisées les grandes nationalisations et que sera mis en place la planification. C'est-à-dire ce qui, encore une fois, a constitué le socle de l'État social jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est ce que nous voyons aujourd'hui être attaqué, détricoté, remis en question, et c'est la raison pour laquelle connaître l'histoire du CNR et de son programme, c'est important parce que ça nous éclaire sur les enjeux des remises en cause actuelles. Alors ces remises en cause actuelles, je pense que vous connaissez tous Denis Kessler. On a souvent utilisé et donné, mais je vais quand même reciter Denis Kessler. On est en 2007. 2007, c'est Sarkozy, pour le remettre. Ancien vice-président du MEDEF. MEDEF a présenté. Je le cite donc, voilà ce qu'il disait en 2007. Le modèle social français est le pur produit du CNR. C'est vrai. Un compromis entre gaullistes et communistes. C'est à peu près vrai, puisque en fait c'était quand même un peu plus large que ça. Il est grand temps, je redonne la parole à Kessler, il est grand temps de le réformer, et le gouvernement s'y emploie, on est sous Sarkozy. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Voilà, je vous remercie. Donc on a convenu de vous laisser la parole sur des questions qui peuvent, par rapport à tout ce qu'a dit Michel. On a trop dit, hein, je sais. Voilà, mais non, c'est tellement... Commencer sur la première intervention compliquée. Il y a le micro. Oui. Alors, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, je travaille à la Sécu et on est pleinement dans cette histoire-là. Hein. Si on existe, c'est grâce au programme des Jours Heureux. Après, je pense que, sur mon analyse à long terme, je pense qu'on a vraiment raté le coche. Tu décris très bien la situation à la sortie de la guerre. Tu décris la situation et la position du Parti communiste. Et je me dis, quand on sort à 26%, que le programme est quasiment appliqué, on mérite presque d'avoir un président communiste à l'époque. Et je pense que ça aurait changé énormément de choses. Après, moi je vois le programme dans le bon sens, dans le programme et surtout l'application d'Ambroise Croizat sur la sécurité sociale, quand tu décris, donner la gestion aux salariés, aux citoyens, et pour la sécurité sociale, aux assurés. Ça a marché un temps, et puis on a très bien vu que dès que le général de Gaulle est revenu au pouvoir, en 1967, on se prend la parité, on fait exploser la sécurité sociale. Donc ça revient à ce que disait Denis Kessler, en 2007, il le dit, mais la sécurité sociale, je pense qu'elle a été attaquée au lendemain qu'elle a été créée. Parce qu'en fait, tu le dis très bien, le MEDEF n'est pas présent au CNR, mais il est présent en France quand même. Et en fait, je pense que... Alors, je ne sais pas, tu as peut-être entendu parler, mais j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, la bataille de la Sécu qui a été écrite par Nicolas da Silva, et qui fait la différence entre l'état social et la sociale.
Donc l'État social, qui est un État-providence par intérêt des classes dominantes, et la sociale, qui est le modèle de la sécurité sociale, donc d'Ambroise Croizat, qui est c'est une institution qui se détache du pouvoir de l'État, et donc justement par cette force d'indépendance, de gestion par la classe prolétaire. Et moi je trouve que sur ça, on a énormément reculé, parce que même moi je fais la critique par rapport au Parti communiste, où je pense que sur ces défenses-là et ces propositions-là, je pense qu'elles sont d'autant plus d'actualité maintenant. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, où on a eu de cesse de détruire la sécurité sociale et les acquis. Alors, je voulais revenir sur ce que disait Sébastien au début à l'introduction. Moi, je ne reparlerai pas, et j'avoue que je casse les pieds à beaucoup de camarades pour revenir sur la sémantique, mais elle est très importante. C'est pas des acquis, c'est des conquis. Hein. Voilà. Parce qu'un acquis, on n'a plus à se battre, hein, c'est acquis. Un conquis, c'est on l'a gagné à un moment, mais si on ne se bat plus, on le perd. Et tout ce qu'on a sorti du CNR à travers le programme des Jours Heureux, je pense que c'est des conquis sociaux. Et qu'au fil du temps, on a oublié que ce n'était que des conquis sociaux et pas des acquis. Et que le pouvoir derrière, c'est-à-dire les puissants plus le patronat, ils veulent reprendre tout ce qu'ils ont malheureusement perdu à cause du rapport de force de la sortie de la guerre. Donc moi je pense qu'il faut qu'on se serve de l'histoire, et je suis entièrement d'accord avec toi, pour qu'on progresse et surtout pour qu'on évite de refaire les mêmes erreurs. Je pense qu'il faut qu'on connaisse l'histoire. Et l'histoire du CNR, moi je l'ai découvert à travers le film Les Jours Heureux, donc, où ensuite il y a eu la sociale, mais moi je pense que c'est pas assez connu. La majorité des gens ne savent pas le CNR, et en plus, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, Macron a repris la même sémantique. Hein. Il a parlé de CNR, il a parlé de Jours Heureux, presque c'est lui qui a créé ça, quoi. Donc, alors bien sûr, derrière ce que lui entend par les Jours Heureux, c'est pas du tout ça, et derrière le CNR, il n'y a que les initiales. Voilà. Ça, on l'a compris. Mais chez des gens qui n'ont pas la base et qui n'ont pas la connaissance de l'histoire, ça passe, ça s'entend. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on fasse vraiment connaître et qu'on popularise ce qu'était le CNR, mais bien rappeler que c'était quand même une histoire de rapport de force, et que moi, je pense que le parti a vraiment joué un plus grand rôle que ce qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire que dans le partage, et tu l'as dit, sur le panel qui était très large, syndicaliste et politiquement, je pense que si on enlève la CGT et le Parti communiste, je pense qu'il reste beaucoup du CNR. Il y a beaucoup d'idées, et les grosses idées, les grosses avancées que tu as données tout à l'heure, donc les gros conquis qui sont sortis, je pense qu'elles sont sorties majoritairement parce qu'il y avait un rapport de force avec les communistes et principalement avec la CGT. Donc moi j'ai bon espoir, mais malheureusement pour vivre et travailler à la Sécu, je m'inquiète grandement, parce que toutes ces valeurs-là et toutes ces idées-là qui ont émergé de l'après-guerre, les gens l'ont totalement oublié. Et ils sont plus prêts à faire cet effort-là. Après, il ne faut pas oublier que, et c'est là où je reviens sur la notion, je m'excuse si je suis un peu long, je reviens sur la notion d'État social. Je le pense vraiment, parce que je pense que l'État a laissé faire beaucoup de choses, parce qu'à la sortie de la guerre, le pays il est ruiné, on n'a plus rien, et il faut reconstruire. Et je pense qu'ils ont été aussi assez réalistes pour se dire, quand on se retrouve avec des ministres communistes, il n'y a que eux qui pourront faire ce travail-là. Et ils l'ont très bien fait, hein, puisque moi je prends la Sécu, où on prend tout ce qui est sorti derrière, c'est encore d'actualité aujourd'hui, alors dans l'état que c'est, hein, parce que on va se le dire, la Sécu d'aujourd'hui et la Sécu d'Ambroise Croizat, ça n'a plus rien à voir. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Et donc effectivement, moi je pense qu'il faut revenir sur le programme national de la résistance, sur le programme des Jours Heureux, et surtout faire revivre des revendications, notamment l'indépendance de la sécurité sociale.
revenir à des conseils d'administration, revenir à une direction majoritairement, donc faire tomber la parité, etc. C'est-à-dire regagner du terrain sur le patronat, parce que c'est ça le problème qu'on connaît aujourd'hui par rapport au Conseil national de la résistance, c'est que effectivement on avait effacé les patrons, mais 47, les patrons reviennent à la charge. Les premières attaques, j'ai eu l'occasion à la Fédé du parti à Marseille de lire des premiers articles, 1947, la sécurité sociale, un organisme qui va nous mettre en faillite. Enfin, je veux dire, déjà les attaques de 47, c'est les mêmes attaques qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc ils ne se renouvellent pas dans la sémantique et dans la stratégie. Et nous, je pense qu'on a ce gros défaut, c'est qu'on oublie. Et quand on oublie, eh bien, effectivement, comme je le dis toujours, quand on oublie l'histoire, on a tendance à refaire les mêmes erreurs. Donc moi, je suis très content qu'on parle du Conseil national de la résistance, parce que ça me permet aussi un peu de parler de la Sécu, parce que c'est de l'actualité. Et puis bon, avec le parti, c'est encore plus d'actualité sur la Ciotat. Mais je pense qu'il faut le mettre encore plus en valeur, parce que ça amène la réflexion sur les perspectives qu'avait donné le Conseil national de la résistance, et qui peuvent être des perspectives pour des prochaines échéances qui sont d'autant plus d'actualité. C'est-à-dire tout ce qui a été posé, les nationalisations, la reprise en main et la gestion ouvrière, je pense que oui, ça peut faire un programme pour des échéances maintenant. C'est-à-dire que c'est d'autant plus d'actualité que malheureusement, ça a été tellement renié, comme tu l'as décrit, entre ce qui était prévu et ce qui est arrivé maintenant et ce qu'on en est, je pense que de faire revivre cette histoire-là, elle nous permettra peut-être aussi d'avoir de vraies propositions et de vraies perspectives pour des jours heureux, puisque même Fabien Roussel l'a porté dans sa dernière campagne, parce que les jours heureux, c'est ce qu'on mérite tous, quoi. Voilà, pardon, merci. Derrière toi, il y avait quelqu'un. Voilà. Oui, et moi je vous remercie. Je serai plus bref. Voilà. Donc, non, c'est tout simplement les éclairages que tu as apportés sur la composition du Conseil national de la résistance. On croit le connaître, on a lu le programme et l'histoire, et on en découvre toujours en t'écoutant, c'est très intéressant. Moi j'ai une question seulement. On sent bien qu'après ce moment exceptionnel qu'a été la guerre, la résistance qui a imposé ce programme, on sent bien que le capital est revenu à la surface et il n'a eu de cesse que de détricoter toutes les conquêtes qui avaient été obtenues à ce moment-là. Et ma question est la suivante. Dans la mesure où on est capable ponctuellement d'imposer, à la suite de certaines circonstances, un programme qui va à l'encontre de l'intérêt des grands capitaux, mais si on ne touche pas à la domination politique de ce capital, n'est-on pas condamné à voir chaque fois nos conquêtes disparaître progressivement? Bon, avec le Conseil national, on a mis 50 ans pour les voir complètement sur le point de disparaître. Donc, tu as parlé de Torres à un moment donné qui disait ouais, le programme c'est peut-être pas la priorité c'est la lutte. Moi je dirais que peut-être la priorité c'est la prise du pouvoir politique, et peut-être pour la garder, garder aussi ou ramener, et ne pas oublier qu'il y aura une phase de dictature du prolétariat que le parti a abandonné à un moment donné avec grand tort, mais de toute façon le contexte était un peu différent. Mais voilà, je veux dire, sinon on est toujours à se battre pour gagner quelque chose qu'on repère petit à petit. Et ça, au bout d'un moment, c'est lassant. Voilà. Moi, je voudrais dire un mot. Ce que je retiens du Conseil national de la résistance, au-delà de tout ce que tu as dit, c'est l'union la plus large qui a été faite avec des gens qui, a priori, avaient des intérêts différents et qui se sont retrouvés
dans un combat commun. Actuellement, on n'est pas en guerre, on n'est pas envahi, mais la vague monte. Il faut regarder les choses en face. Nous sommes très faibles, nous sommes très minoritaires, et nous voyons monter autour de nous. Vous avez vu l'Espagne, après le Portugal, l'Italie c'est déjà fait, les pays de l'Est, etc. Nous avons cette vague brune qui monte. Ce n'est pas la guerre, quoique. Donc comment revenir sur le programme du CNR et comment surtout arriver à se créer une alliance avec des gens qui, a priori, si on reste dans une idéologie pure et dure, ne devraient pas être avec nous. Or, le CNR nous a démontré le contraire. Quand il y a un danger très puissant, on peut rassembler des gens très différents. Et il y a eu, dans la résistance, il y a eu des gens de droite, pour ne pas dire d'extrême droite, qui se sont très bien comportés et qui ont eux aussi eu leur lot de fusillés, de torturés, etc. Donc, à l'heure actuelle, comment on peut faire? J'ai retrouvé la phrase du poème d'Aragon, La rose et le réséda. Quand les blés sont sous la graine, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Autrement dit, comment aujourd'hui refaire une union sur des perspectives sociales qui peuvent, parce qu'il y a un bassin, j'allais dire, comme les organisateurs, un bassin à exploiter, c'est l'énorme pourcentage d'abstention. Ces gens qui sont nulle part, qui rejettent toute la politique et qui sont presque bientôt majoritaires en France. Il y a là certainement des catégories sociales qui sont voisines des travailleurs qui ont changé. Aujourd'hui, le prolétariat a tout à fait changé, l'exploitation a changé, il y a des métiers nouveaux, des métiers exploités, il y a tout un environnement social qu'il faudrait arriver à accrocher. Comment? Je n'ai pas la solution, mais je pense que c'est là-dessus qu'on doit viser pour sortir de notre petit cercle, de sortir de cette malheureuse gauche qui est éclatée en 1000 morceaux à l'heure actuelle, et récupérer ceux qui veulent vraiment le changement, qui peuvent se trouver peut-être ailleurs que dans la gauche pure. Oui, je vais te faire beaucoup plus court. Et 3 petits rappels historiques. C'est que quand le CNR lance l'idée de sécurité sociale, il ne part pas de rien non plus, parce que dans la Constitution de 1793, il était dit dans l'article 21, « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » Ils étaient allés chercher quelque chose qui existait, qui n'a pas été mis en œuvre après 1793, mais le principe, l'idée, était déjà en germe. C'est intéressant à savoir. Alors, tout à l'heure, dans l'exposé, tu as rappelé les gens qui allaient jusqu'à combattre sous l'uniforme nazi. À La Ciotat, on en connaît 2, c'est les frères Lumière. Il ne faut pas les oublier, parce que c'est des gloires locales, mais c'était des collaborateurs jusqu'à patronner la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Et dernière petite chose, comme ça je ferai vraiment court, sur le vote des femmes, pour le droit de vote pour les femmes, il n'y a pas eu que la CFTC, parce que l'amendement qui a été voté à l'Assemblée d'Alger, c'est un amendement de Fernand Grenier, communiste. C'est utile de le savoir. Devant. Tu vas poser la question et après moi aussi je ne serai pas là. C'est parallèle au CNR et je crois que c'est quand même une spécificité de la région, c'est qu'il y a eu réquisition des entreprises et gestion ouvrière. Alors je voudrais savoir si vraiment c'est une spécificité ou si ça s'est reproduit dans d'autres régions et ça a été arrêté par De Gaulle évidemment, mais pas que De Gaulle, c'est ce que j'allais dire, c'est par le Parti communiste lui-même qui disait le
camarade vient un peu de reprendre ça. Oui, mais il faut qu'on ait le pouvoir d'abord, et après, alors que les réquisitions étaient une réussite économique complète, enfin, je pourrais peut-être en dire plus parce que je n'ai pas les détails, mais enfin, d'après ce que j'ai lu, ils ont même laissé les caisses pleines quand le patronat a repris les entreprises. Merci. Donc vous me poussez à être long, hein, avec vos questions, hein, vos remarques. Bon, je commence par la dernière, sur les comités de gestion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je viens de travailler sur les États généraux de la Renaissance française, et bon, ils travaillent en commission, et puis ensuite, ils reviennent vers la plénière des États généraux, et ils proposent des résolutions. Et dans la résolution des États généraux, il est demandé que les comités d'entreprise évoluent en comité de gestion. C'est-à-dire que l'expérience est connue, et alors c'est vrai que Marseille et la région a eu, parce qu'il y avait aussi un commissaire de la République, Aubrac, qui facilitait les choses. Quand vous avez alors il venait de la résistance, mais quand vous avez un haut fonctionnaire qui est dans le coup, c'est la question de l'appareil d'État qui a été évoquée tout à l'heure. Ça peut quand même aussi faciliter les choses. Mais il y en a eu ailleurs. À Lyon, Berlier a été géré alors, assez vite en 1947, ça a été fini, mais la fin, Berlier a repris le pouvoir dans son entreprise à Vénissieux que vers 1948-1949. Le Conseil d'État s'en est mêlé, et ainsi de suite. Donc tout l'appareil d'État a fait en sorte que ça s'arrête. Il y a eu aussi en région parisienne, il y a eu dans les mines aussi des tentatives. Mais c'est un fait que... alors là aussi c'est un peu compliqué. Le Parti communiste veut clairement apparaître comme un parti de gouvernement. Engagé dans la bataille de la reconstruction. Et il va, notamment par la voix de Maurice Thorez, pousser à ce qu'il n'y ait pas de grève. Et les communistes qui sont dans la CGT, jusqu'en 1947, vont freiner au maximum la colère et l'expression du mécontentement ouvrier. Parce que, et là ça nous renvoie encore aux réformes de la libération, vous avez eu raison, c'est un compromis. C'est un compromis, et vous avez évoqué l'état du pays à ce moment-là, il est catastrophique. La production industrielle en 1945, elle est retombée au niveau qui était la sienne en 1890. La production agricole, elle est au niveau de ce qu'elle était au début du Second Empire. On manque de tout. Et ça s'aggrave. C'est-à-dire, les Français pouvaient penser, bon, il y avait le pillage des Allemands. À partir du moment où ils n'étaient plus là, ce pillage cessait, et donc on allait recommencer à vivre mieux. Ben non. La situation se dégrade jusqu'en 1947. Alors je prends toujours cet exemple, le pain, qui est à l'époque, bon, les Français mangent plus que du pain, hein, on n'est pas au 19e, ni à des périodes antérieures. Mais quand même, c'est un composant important de l'alimentation. Avant-guerre, en 1939, avant la guerre, en moyenne,
les Français consommaient, vous allez voir tout de suite la comparaison avec aujourd'hui, 550 grammes de pain par jour. Aujourd'hui, ça vous bourrerait un peu, hein, vous auriez du mal à l'avaler jusqu'au bout. Bon, mais c'était ça, la consommation quotidienne. Alors c'est une moyenne, hein, en plus. On y met les travailleurs de force et les employés de bureau. Bon. À la Libération, c'est tombé à 350 grammes. Ouais. Mais en septembre 1947, ça tombe à 200 grammes. Or, les travailleurs, comme le leur demandaient les syndicats et en particulier la CGT, se sont retroussés les manches. Ils travaillent. Ils font des semaines de plus de 50 heures. Et c'est d'ailleurs ce qui met un peu de beurre, si je puis dire. C'est pas la bonne expression parce qu'on en manque de beurre, on manque de tout. Mais un peu de beurre dans les épinards, on manque aussi d'épinards. En faisant des heures supplémentaires. Parce que les salaires sont bloqués. Les salaires ne se négocient pas à l'époque. Ils sont administrés. Donc, si on veut avoir une rémunération supérieure, soit il faut changer dans le classement, et c'est vrai que Croizat, comme ministre du Travail, va aider à ce qu'il y ait des reclassements qui permettront de faire, dans la grille, des salaires, de faire passer à des salaires plus élevés, mais la manière principale de gagner plus, c'est de travailler plus, comme disait l'autre. Et donc, c'est une débauche d'heures supplémentaires. Ça peut monter jusqu'à 60 heures. Dans la métallurgie, dans les mines. Or, le ravitaillement ne s'améliore pas. Il se dégrade. J'ai pris l'exemple du pain, mais on pourrait prendre les médicaments, on pourrait prendre le charbon, qui est à l'époque le principal moyen de chauffage, et aussi d'énergie, mais de chauffage pour les... on manque de beurre, je parlais, on manque de viande. Tout ça, et alors qu'on travaille, qu'on redouble d'efforts, il y a là quelque chose qui fait monter une colère populaire et ouvrière. D'autant que, les salaires étant bloqués, les prix en principe le sont aussi, mais les prix, on les débloque plus facilement que les salaires. Autrement dit, on assiste à une inflation qui lamine le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat recule entre 45 et 47. Et là, il est un peu, le recul est atténué grâce à la sécurité sociale et grâce aux allocations familiales, qui à l'époque, par rapport au salaire moyen, sont conséquentes, mais seulement s'il y a 2 enfants, ou plus. Donc, c'est ça aussi la situation. Et face à cela, ce qui va permettre, ces sacrifices qui vont permettre la reconstruction du pays, en gros, l'appareil productif est reconstitué en 1947, mais encore une fois, payé par l'effort des travailleurs. 47, tout concorde. C'est parce que la reconstruction est finie qu'une partie de ceux qui avaient accepté des réformes considèrent que maintenant on peut peut-être se passer des alliés qui ont permis la reconstruction. Et donc, c'est le début de la revanche sociale. C'est au moment où l'économie pourrait permettre d'améliorer non plus seulement l'appareil industriel, l'équipement lourd du pays, à partir du moment où on pourrait maintenant améliorer la consommation, c'est le moment où les ruptures sociopolitiques vont se produire. Et ça n'est pas pour rien. Et alors les réformes, la Sécu, les nationalisations, la planification, elles sont aussi admises, je vais dire, par les autres, qui sont dans le CNR. Elles sont admises par les autres parce que c'est précisément le compromis, comme on ne peut pas, comme on ne veut pas améliorer
les conditions de vie quotidiennes des gens, eh bien, on fait des réformes de structure en leur disant « vous allez en percevoir plus tard les effets. Pour le moment, on vous demande des efforts. » C'est aussi ça, la période de la libération. C'est pour ça que ce n'est pas forcément vécu unanimement comme un moment merveilleux. Quand vous manquez de tout, quand votre pouvoir d'achat se dégrade, c'est pas terrible. Et, quand même, quand les syndicats vous disent « retroussez vos manches », travaillez d'abord, revendiquez ensuite, c'est un mot d'ordre de la CGT à l'époque. Et Montmousseau, qui est un des dirigeants de la CGT, dit « la grève, c'est l'arme des trusts ». C'est fort, hein, ça. C'est pas dans le vocabulaire et dans les slogans et les mots d'ordre habituels des syndicalistes. Et donc, alors, là, je suis en train de vous dire, c'est pas si simple que ça, la période. C'est ce qui fait aussi que s'accumule un mécontentement qui va éclater en 1947, mais qui va éclater au moment où les autres sont prêts à y faire face. Parce que la reconstruction est faite, parce que la situation internationale évolue vers une guerre froide qui est une guerre froide qui traverse toutes les sociétés, et notamment la société française, et qui remet en jeu les alliances et tout ce qui avait fait qu'on pouvait travailler ensemble jusque-là. Et que les alliés d'hier, qui peut-être individuellement, personnellement, peuvent conserver de l'estime, Debut-Bridel, le nom vous dit peut-être rien, peut-être aux plus anciens, mais Debut-Bridel, qui était représentant de la Fédération républicaine, qui deviendra gaulliste, et un gaulliste de choc, il est toujours resté copain avec Villon, parce qu'il y avait de l'estime, parce qu'il s'était fait confiance. Mais il n'empêche qu'à partir de 47-48, ils ne sont plus dans le même camp. Et pour évincer la classe ouvrière des positions qu'elle a conquises entre 44 et 47, ben, il faudra des morts. Les grèves de 47 et après celles des mineurs de 1948 seront soldées par des morts, seront soldées par l'envoi des CRS. Les CRS. Alors, mais attendez, les CRS, voilà un exemple. Les compagnies républicaines de sécurité, elles sont créées en 1945. Et comment sont-elles composées? On prend une partie des anciens troupes de maintien de l'ordre de Vichy épurées et on les amalgame avec d'anciens résistants, et notamment des FTP. Alors, l'équilibre ne sera pas, vous imaginez, facile à maintenir, mais en gros, ça tient. Et les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, sont des hauts lieux de syndicalisation à la CGT. Et d'appartenance au Parti communiste, au passage. Au printemps 47, il y a un accident de bus qui transporte des CRS. Bon, il y a des blessés. Évidemment, les blessés, on les relève et puis on leur fait les poches parce que bon, ils vont avoir des opérations et tout. Et dans la moitié d'entre eux, on trouve des cartes de la CGT et du Parti communiste. C'est ça les CRS jusqu'en 1947. Ah, ça s'arrête là, hein. Parce que justement, au moment où les grèves vont démarrer à Marseille, on va accuser d'ailleurs à tort les compagnies de CRS qui ont été envoyées contre les manifestants de les avoir laissés passer, ce qui n'est pas vrai, ce qui est un mensonge. Mais on prendra prétexte de ça pour dissoudre 11 compagnies de CRS sur les 54 qu'il y avait en France. 20%. Et puis à l'intérieur de celles qui restent, on épure. Alors du coup, c'est les anciens pétainistes qui redeviennent majoritaires à l'intérieur. Mais vous voyez les contradictions
de cette époque. Et alors, il a été question de l'appareil d'État et du pouvoir d'État. Alors, les réformes qui sont menées parce qu'il y a eu des majorités fortes à l'Assemblée constituante. Bon. Il y a des ministres qui sont des syndicalistes, qui ont fait toutes leurs armes d'abord aux syndicats. Alors, il y a des communistes, on évoquait Croizat, mais pas que. Il y a aussi des socialistes. Il y a des socialistes qui ont milité à la CGT. Gazier, qui était responsable des employés, Lacoste, qui a été... Oui, mais alors, après, évidemment, il faut les prendre date par date. Parce que le Lacoste, évidemment, des années 60, c'est pas le Lacoste de 1945, ni même celui de 47 ou 48, d'ailleurs. Mais il y a des syndicalistes dans le gouvernement. Et ils n'ont pas rompu à ce moment-là encore. En revanche, quand on approche ce que j'appelle l'appareil d'État profond, là, le renouvellement est beaucoup moins important. La Cour des comptes, le Conseil d'État, le haut état-major, les niveaux les plus élevés de la police. Là, le renouvellement de la libération ne s'est pas produit. L'appareil d'État profond, il est resté aux mains de la classe dominante. Et il est prêt à servir. Alors, il fait un peu le dos rond, hein, mais il est prêt à servir. Et en même temps, il faut encore une fois nuancer et ajouter de la complexité. Et pour conclure. Donc... Pardon, excuse-moi. Non, mais j'entends bien. J'entends bien qu'il faut savoir terminer une conférence. Et donc, mauvais rôle. Là. Oui, non, mais bien sûr, tel mauvais rôle. Et donc, oui, tout est affaire de rapport de force, mais de rapport de force menés partout, y compris au niveau le plus élevé de l'État. Et il me semble que par rapport à la libération, il y a eu quand même une régression de la réflexion dans le monde syndical et politique sur la conquête et la transformation de l'État. Il me semble que, précisément, ils n'ont pas pu, en 1945, parce qu'il y avait un rapport de force qui n'était pas que... le copain disait on aurait pu avoir un président communiste. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille des présidents de la République, mais passons. Et en plus, non. Le Parti communiste monte haut. Son meilleur score, c'est 29% en novembre 1946, mais il ira jamais plus haut. Hein. Il ira jamais plus haut. Et après, ça va redescendre. Et il monte si haut sur des bases qui sont des bases complexes. Les conditions du soutien au Parti communiste en 1946 sont multiples, y compris, on y trouve un soutien de classe, on y trouve un soutien patriotique, on y trouve un soutien au parti qui paraît le plus sage à l'époque, et toutes ces choses qui convergent et qui conglomèrent ensemble, quand va venir le choc de la guerre froide, ça va un peu éclater et ça va se remettre en question. Hein. Voilà, bon. Il y a FO et CGT, hein, il y a la CIA, etc. Oui. Ah ben. Merci Michel. Merci en tout cas Michel qui nous a fait à la fois confirmer certains points de vue, mais aussi je peux en témoigner, apporter énormément d'éléments nouveaux dans les détails dont on n'était pas du tout au courant. En tout cas, merci de ta venue. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de conférence qui nous remet un peu un coup de boost parce que
les semaines et les mois qui vont arriver vont demander beaucoup d'abnégation de notre part. Donc encore merci Michel. Sébastien.